Jacques Oechsler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Au lendemain de ces élections européennes, nous allons commenter les résultats, des résultats qui, comme les commentateurs l'ont dit, créent un séisme, plus particulièrement en France, avec le FN qui est arrivé en tête. Comme on dit, l'armée est maintenant au résultat. Alors avant de les évoquer, quelques remarques préliminaires. Ces élections se sont déroulées dans un climat de crise qui perdure, dans un climat de montée des nationalismes et des populismes. Et je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a des analogies avec 1930. Alors certes, et heureusement, des analogies amorties, mais analogies quand même. Et j'irais même jusqu'en 1933. Je rappelle qu'en 1933, Hitler a été élu tout à fait démocratiquement. Si on synthétise les commentaires, on peut les synthétiser en 3 mots. Ouf, aïe et hola. Alors je commence par hola. Le vieux Corneille, sur la fin de sa vie, a commis 2 tragédies, Agésilas et Attila. Et la critique a dit, après Agésilas, hélas, après Attila, hola. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dire hola. Commençons tout d'abord par l'Europe. Ensuite, nous verrons la France puis la région. En ce qui concerne l'Europe, le premier mot, c'est ouf. L'Europe résiste. Soyons clairs, avec les résultats qui sont obtenus, l'Europe pourra continuer de fonctionner comme auparavant. Il n'y aura pas de blocage ni à Strasbourg ni à Bruxelles. Bien sûr, il y aura beaucoup plus d'europhobes dans l'amphithéâtre, mais ça ne changera pas le fonctionnement sur la base d'une coalition. Alors, les résultats. En pourcentage, on voit que le PPE, Parti populaire européen, donc centre-droit, diminue de 36% à 28%. C'est une régression. Les socialistes se maintiennent, 25-70 contre 25. C'est pas le cas de la France. Les libéraux diminuent un peu, de 11,40 à 9,85. Et les Verts sont stables avec une légère progression, 7,72 contre 7,50. Il y a d'autres progressions dans les plus petits partis, comme la gauche européenne qui passe de 4,80 à 6,26, et les non-inscrits, où on trouve le FN, comme vous disiez, c'est notre Front National, où on va passer de 3,70 à 5,33. Si on regarde maintenant en nombre de députés, alors je vous rappelle que les députés sont 751, ce qui veut dire que la majorité absolue est à 376 voix. Il faut avoir ça en tête pour interpréter. Donc le PPE 211, c'est le premier groupe parlementaire, bien sûr, qui n'a pas la majorité absolue. Les socialistes 193, ils n'ont toujours pas la majorité absolue. Les libéraux, 74, ils étaient 85 auparavant. Et les Verts, 58, restent au même niveau qu'auparavant. Voilà les grands partis. Et on voit bien que pour avoir une majorité absolue, il faut nécessairement une coalition. Et cette coalition ne peut pas être le PPE plus les libéraux, parce que ça fait 211 plus 74, c'est pas suffisant. Ça peut pas être les socialistes plus les libéraux, parce que 193 plus 60, c'est pas suffisant. Il faudrait donc qu'il y ait une coalition tripartite entre le PPE, les socialistes et les libéraux. Puisque nous sommes dans les chiffres, il y a quelque chose qui a été également souligné par les observateurs au lendemain de cette élection, c'est l'abstention. Est-ce que, de votre point de vue, Jacques Oechsler, vous qui connaissez bien le dossier européen, les Européens ne s'intéressent pas à cette élection et ne s'intéressent pas à leur continent et à son devenir? Il y a une grande constance dans l'abstention, puisqu'au niveau européen, ce sera différent en France tout à l'heure. Le taux de participation est de 43,09 contre 43 en 2009. C'est infinitésimal. Ceci étant, il y a une grande dispersion dans les taux de participation, puisque dans certains pays, le vote est obligatoire, et là, on atteint 90%, je pense à la Belgique ou au Luxembourg. En revanche, parmi les nouveaux arrivants en Europe de l'Est, vous avez des taux qui sont de l'ordre de 20%, et c'est notamment le cas de la Croatie, qui a intégré l'Europe en juillet 2013.
Donc là, on pourrait s'interroger, à la limite, allons tout de suite à la conclusion, est-ce qu'il ne faudrait pas, aux critères de Copenhague sur les conditions de l'intégration, en rajouter un autre, c'est l'adhésion des électeurs d'un pays pour entrer dans l'Union européenne. Je pense que ce serait sage d'être plus prudent à l'avenir qu'on ne l'a été par le passé. Donc la montée de l'extrême droite ne se produit pas qu'en France, ça se produit aussi au Royaume-Uni, ça se produit au Danemark. Bon, je cite ces pays-là parce que l'extrême droite est arrivée en tête, en premier parti, mais même dans d'autres pays. En Autriche, l'extrême droite a progressé, même si elle n'arrive pas en tête. Alors il faut faire attention pour les analyses de ne pas retenir que des facteurs j'allais dire hexagonaux, disons des facteurs nationaux, ou bien des facteurs uniquement économiques et sociaux, parce que si au Royaume-Uni, d'abord il n'y a pas d'euro là-bas, l'euro n'y est pour rien dans cette affaire, et au Danemark et en Autriche, le chômage n'a pas explosé. Donc il y a d'autres raisons que des raisons économiques et sociales qu'on pourrait retenir dans l'Europe du Sud, et notamment en France. Je ne vais pas m'étendre sur les causes européennes, simplement dans les conséquences. Je dirais que dans un premier temps, ça ne met pas en cause le fonctionnement de l'Union européenne, sauf peut-être pour la désignation du président de la Commission, on le verra tout à l'heure. En revanche, ça risque d'affaiblir l'Union européenne face aux États-Unis, avec lesquels on négocie ou contre lesquels on négocie, éventuellement face à la Russie, pour stabiliser les marches de l'Est de l'Europe. Je retiendrai la conclusion de Jean-Marc Ayrault qui dit « L'Europe doit changer ». C'est la conclusion qu'on doit tirer de ces élections au niveau européen. Alors si on jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé en France, l'analyse est un petit peu différente, Jacques. Oui, en France, on peut davantage parler de séisme. Alors d'abord, une bonne nouvelle, c'est que l'abstention dont on parlait tout à l'heure a été moins élevée cette fois-ci que la fois précédente. Nous avons eu 56 à 91% d'abstention. Précédemment, en 2009, c'était 59-37. Donc, les sondages qui ont dit que les Français s'intéressaient davantage à cette campagne que précédemment était fondée. De même, on le verra dans un instant, que les argumentations étaient un peu plus européennes cette fois-ci que nationales les fois précédentes. Les résultats, bien évidemment, en pourcentage, c'est le FN qui explose puisqu'il fait 25% contre 6,30 en 2009. C'est une progression très sensible. Et à la suite de ça, presque tous les autres partis diminuent. L'UMP descend de 27 à 20,6, le Parti socialiste de 16,50 à 14,10, pire que Rocard en 2004. L'UDI, disons, est stable, voire progresse un peu de 8,40 à 9,80, mais je dis l'UDI, vous voyez, c'est une déformation, c'est une des composantes d'alternative, puisqu'il y a aussi le MoDem, et c'est ce qui complique un petit peu l'analyse des choses. Les Verts reculent sensiblement de 16,30 à 9%, et le Front de gauche s'installe à 6%. Donc pour lui, c'est une progression. Alors, que dire en synthèse ? C'est que la France dévisse quand même dans cette affaire, et la France apparaît de plus en plus comme l'homme malade de l'Europe. Elle était malade de son économie, voilà maintenant qu'elle est malade de sa politique. Les causes ou les responsabilités doivent se partager entre nos politiques, nos médias qui n'ont pas tout à fait leur travail. Je vous rappelle d'ailleurs que les médias français, les télévisions, les grandes télévisions, grand public françaises ont refusé de transmettre les débats entre les candidats à la présidence de l'Union européenne. C'est un scandale incroyable dans une démocratie. La responsabilité appartient aussi aux citoyens. Je pense que les citoyens ont leur part de responsabilité dans le dysfonctionnement démocratique français. Je souris, pour pas dire plus, quand on parle de déficit démocratique en Europe. Comment peut-on parler de déficit démocratique avec le taux d'abstention que nous connaissons ? On manque en France de sens civique. Pas seulement en France d'ailleurs, et il faut dire qu'on n'a pas connu les hussards noirs de la République qui ont fait la République. C'est-à-dire qu'on a enseigné à nos générations, au moment de l'éducation, ce qu'était la République, ce qu'elle devait être, les valeurs à partager, et on n'enseigne pas l'Union européenne
à nos chères têtes blondes, et ça, c'est un grand défaut. De même qu'on devrait faire de la formation permanente tout au long de la vie. Et aujourd'hui, je suis un peu surpris, très désagréablement, par la préférence pour la démagogie. Préférence pour la démagogie. Certains sont à peine remis des promesses non tenues du président de la République, qu'il court derrière Marine Le Pen en croyant aux promesses qu'elle ne sera pas en état de tenir, parce que ce n'est pas en sortant de l'euro et en revenant au franc qu'on pourra réduire le chômage et relancer la croissance. Il ne faut pas oublier l'histoire. Il serait bon quand même en France d'apprendre un peu l'économie. J'entends dire des sottises monumentales que personne ne relève. Il serait bon de ne pas s'abriter trop sous son clocher, mais d'ouvrir les fenêtres sur le monde et sur la mondialisation qui sont inéluctables. Il faudrait comprendre aussi que quelques changements sont vraiment indispensables pour sauver l'essentiel. Rappelez-vous, il faut que tout change pour que rien ne change. Or, nous sommes dans une société bloquée, comme le dénonçait Chaban-Delmas dans les années 60-70. Jacques Oessler, vous avez analysé les résultats au niveau de la France, mais qu'en est-il des résultats un peu plus fins au niveau du Grand Est, région qui nous concerne? Eh bien, le Grand Est amplifie les grandes tendances de la France. Par exemple, le Front National, en France, il fait 25. Dans le Grand Est, il fait 29-30, en venant de 7-57. Alors bien sûr, derrière, tous les autres partis en subissent le contre-coup. L'UMP descend de 29-20 à 22-80. Le PS, alors là, c'est pire que partout. Il descend de 17-24, donc supérieur au score national, à 13-15. Les Verts aussi sont laminés, de 14-28 à 6-10, et Sandrine Bélier n'est pas réélue. Alors, au passage, ce que je voudrais souligner, outre les amplifications, c'est ce qui s'est passé au niveau du Parti socialiste, parce que Madame Trottmann, qui avait assuré plusieurs mandats européens dans cette affaire, perd son siège. Et je pense que ça souligne le côté néfaste des partis politiques dans leur façon de composer les listes. Il faut oser le dénoncer. Ils ont été chercher une locomotive pour avoir de la notoriété auprès d'Édouard Martin, et ce faisant, ils ont sacrifié Trottmann, qui avait rendu d'éminents services au sein du Parlement européen, qui avait une influence personnelle, une notoriété sur les autres pays, et pas seulement sur la France. Donc, il faudrait, me semble-t-il, que la société civile demande aux partis politiques de réformer leurs pratiques. Jacques Oessler, un mot des conséquences que cette élection européenne va avoir pour la position de la France au sein de l'Europe. On l'a toujours dit, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, voire l'Italie étaient les pays moteurs de cette Europe. Est-ce que les résultats enregistrés en France vont avoir des conséquences quant à la stature de la France au sein de l'Europe? Oui, Jean-Louis, ça va avoir des conséquences, et des conséquences négatives, il faut être clair. La France, dans cette affaire, va perdre à peu près 25 députés, parce que les députés du Front National ne vont pas compter dans la grande coalition qui va prendre les décisions. La France va perdre de l'influence, parce que dans le PPE, elle aura une part relative inférieure à celle des Allemands, peut-être des Britanniques. Donc, première conséquence, réduction de l'influence de la France dans les instances européennes. Deuxième conséquence, c'est sur l'économie française. Et la conséquence, c'est une montée du doute sur la capacité de redressement de la France. Ça menace les investissements étrangers en France, qui sont déjà moins importants que par le passé. Ça va menacer le soutien aux réformes que le président de la République essaie d'entreprendre tardivement. Et ça peut menacer les taux d'intérêt bas dont l'économie française bénéficie, parce que certaines grandes banques centrales étrangères continuent de lui faire confiance en tablant sur la capacité de réforme et la capacité de redressement de la France. Et aujourd'hui,
eh bien, ses partenaires, et même à l'intérieur de l'Europe, l'Allemagne, peuvent s'interroger pour savoir si la France peut être un partenaire fiable, capable de se réformer, et la réponse n'est pas évidente. Jacques Oestler, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En conclusion, il faut accuser réception de ces résultats, notamment montés de l'europhobie, si je puis dire, et de l'euroscepticisme, pas seulement en France. Donc accuser réception par Bruxelles, et il faut s'efforcer au plus vite de rétablir la confiance avec les opinions publiques. Alors il faut arrêter le déni des réalités. Il faut donner des réponses claires et obtenir des résultats probants le plus vite possible. Il nous faut une Europe plus responsable, plus solidaire, des politiques plus légitimes, plus visibles, plus lisibles, plus acceptées. Et plus proche aussi des citoyens. Et plus proche des citoyens. À la suite de la réunion d'hier des chefs d'État et de gouvernement, il peut y avoir une orientation dans la bonne direction. C'est le programme, le mandat qui a été confié à Herman Van Rompuy, donc le président du Conseil européen, pour établir dans les 3 semaines qui viennent le plan d'action de la future Commission. Et là, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Alors je cite Van Rompuy, croissance, compétitivité, emploi, renforcer l'union monétaire, faire face au changement climatique, esquisser une union de l'énergie et puis combattre l'immigration illégale. Ça, c'est positif. En revanche, nos chefs d'État et de gouvernement entament un déni de démocratie puisqu'ils ont dit qu'il fallait ouvrir les candidats à la présidence de la Commission européenne. En termes plus clairs, ils ne veulent pas reconnaître immédiatement Juncker comme étant le candidat désigné par les électeurs. Donc le feuilleton continue. Et je pense que ce serait une lourde erreur pour l'Europe au moment où elle essaie de combler son déficit démocratique, de commencer cette nouvelle mandature par un déni démocratique de la part des chefs d'État et de gouvernement. Merci Jacques, et dans 15 jours.